Romans, bandes dessinées, films de série B, la vie de nos lointains aïeux fut longtemps livrée à l'imagination parfois délirante d'auteurs en mal de mystère et d'exotisme à bon compte. Depuis quelques années, scientifiques soucieux d'ouverture et amateurs éclairés ont appris à se retrouver. Si Alexandre, le passionné autodidacte, se glisse aussi volontiers dans la peau de M. Cro-Magnon, c'est parce qu'il sait qu'une reconstitution raisonnée et honnête n'effraie plus le monde scientifique. On est dans le parc préhistorique et on va voir une cabane qui a été faite comme les cabanes préhistoriques, exactement. Et puis, on va faire du feu, on va tailler des silex, on va faire comme les hommes préhistoriques, quoi. Trop bien. Et là, on se pose une cabane comme ça pouvait être il y a 15 000 ans, à une époque qu'on appelait, vous vous rappelez ? Le Magdalénien. Le Magdalénien, ouais, c'est ça, c'est le Magdalénien. Alors là, on est devant cette cabane, vous voyez là, c'est une reconstitution qui évoque les cabanes magdaléniennes. Mais alors c'est pas exactement la même. Non, on ne peut jamais être sûr que c'était exactement la même. Enfin, ça y ressemble quand même pas mal. Mais tout le bois, c'est eux qui le trouvaient. Ben oui, bien sûr, il y avait du bois à l'époque. Hein. Il y avait des forêts, c'était pas exactement comme maintenant, puisque c'était l'époque glaciaire. Ouais, mais vu que c'était l'époque glaciaire, ils pouvaient mourir de froid aussi. Ben, c'est bien pour ça qu'ils se faisaient des cabanes, oui, bien sûr, où ils s'abritaient pour passer la nuit. Ces gens les appellent comment, là? Les hommes Préhistorique. Oui, les hommes préhistoriques. Des cavernes. Les hommes des cavernes. Eh, c'est pas une caverne, là. Ben non. Ils n'habitaient pas dans les grottes. Ils habitaient plutôt dans des cabanes, des tentes, dans des huttes, que dans les grottes. Fument beaucoup. Ils s'en fument beaucoup. Ah oui, on me disait, les gens, ils n'étaient pas comme nous. Hein. Ça les gênait pas tellement. Hein. Ouais. Voilà, c'était comme ça. Les gens, ils faisaient un feu au milieu et la fumée, elle partait vers le haut. Si tu dois dire ce qu'est le métier de ton grand-père, tu réponds quoi? Ben, qu'il est préhistorien. Alors, ça veut dire quoi, préhistorien? C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout ce qui touche à l'époque préhistorique. Et c'est quand, l'époque préhistorique? Wow, c'était ben, au tout début de... Enfin, je crois que c'était... Qu'est-ce qu'il n'y avait pas qu'il y a maintenant, par exemple? Ben, tout, enfin, l'électricité, tout ce qui permet de s'amuser. C'est quoi un homme préhistorique? C'est quelqu'un sur lequel on n'a pas de texte. C'est-à-dire, l'histoire commence avec les textes. Et avant l'histoire, la préhistoire et l'histoire déjà des peuples sans écriture. Monde sans écriture, mais pas sans mémoire. C'est à partir de données recueillies auprès de scientifiques, bien sûr, mais aussi à partir de ses propres expériences. Par plaisir, par passion, il vit souvent une vie proche de celle de M. Cro-Magnon, qu'Alexandre se lance volontiers dans l'art difficile et parfois contesté de la reconstitution filmée. Aujourd'hui, on conçoit les choses d'une façon qui sont très particulières au niveau de notre cerveau, au niveau de nos pensées. Elles sont dirigées de façon très modalisée. Hein. À la préhistoire, je pense qu'ils avaient une structure mentale qui était très proche de la nôtre. De là à ce qu'ils aient les mêmes modalités de pensée, toute l'étude en fait, de ce travail porte à ça, à se dire mais comment étaient faits leurs pensées, de quoi était fait leur cerveau en fait.
J'essaie de fabriquer ici un angle aigu. Et après, avec ce percuteur-là, je vais venir taper sur cette pointe pour essayer d'enlever un morceau long. Allez. Elle est sortie. Tac. Belle lame. Alors le problème, c'est qu'elle taille là, mais elle taille aussi là. Hein. Presque on pourrait l'aménager un peu parce que pour pouvoir faire un vrai couteau, hein, c'est pour dépecer, découper la peau des rennes. C'est aussi bien qu'un couteau. On essaie de pas trop imaginer quand on est un préhistorien. Il faut toujours rester collé aux faits. Alors, les faits sont les faits archéologiques. On a des traces archéologiques qui nous donnent un certain nombre d'informations. Ces informations, on ne peut les interpréter qu'à la lumière de l'ethnologie, pour essayer de retrouver les mêmes gestes que les hommes préhistoriques. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes préhistoriques ont fait exactement comme ça, puisqu'on n'a pas la preuve formelle. Mais ça nous permet, malgré tout, d'en avoir une très bonne idée. Monsieur Magdalénien, il ressemblait à quoi? C'était comme nous, pareil. Ouais. Les Magdaléniens, c'était la même espèce, ce qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens, c'est l'homme de Cro-Magnon. C'est nous. Nous, on est des hommes de Cro-Magnon. C'est exactement pareil, parce qu'il y a 15 000 ans, c'est rien du tout. Il y a au moins 150 000 ans qu'il y a des hommes modernes. Par contre, avant, alors là, c'était différent. À partir du moment où il y a des humains, c'est pas du tout des singes. Nous, on n'a jamais eu des singes comme ancêtres. On est cousins avec les gorilles, on est cousins avec les chimpanzés, mais on n'est pas leurs descendants. Aujourd'hui, on sait que depuis à peu près 40 000 ans, les hommes ont toujours du feu. Le feu est un allié indispensable pour les hommes de la préhistoire. Ils n'auraient, on pense, pas pu vivre dans ces régions s'ils n'avaient pas maîtrisé complètement le feu pour se chauffer, pour s'éclairer, pour faire la cuisine, hein, tout ça. Alors le problème, c'est qu'on a très peu de traces archéologiques des systèmes d'allumage. Mais on a quand même, dans certaines grottes, dans certains lieux, des indices montrant qu'on connaissait ce champignon-là. La chair du champignon, c'est un excellent combustible. Alors, il va falloir le gratter et faire un petit peu de poudre. Et après, on va faire tomber sur cette poudre une étincelle. Comment on va faire? Alors, cette étincelle, hein, il faut une pierre particulière, la marcassite, qui contient du fer et il y a aussi un peu de soufre. Et c'est parce qu'il y a du fer et du soufre que ça va bien marcher. Impeccable. Alors, regarde, tu le mets ici. Le but maintenant, c'est de faire tomber une petite étincelle juste à cet endroit-là. C'est pas avec du silex qu'on fait du feu. On a pu l'apprendre à l'école, ça s'était marqué parfois dans des livres avant, mais aujourd'hui on sait qu'on frotte 2 morceaux de silex, ça ne fait rien. Alors là, comme mes mains sont fermées, il n'y a pas d'oxygène qui arrive. Donc il n'y a pas de flamme. Et quand je vais ouvrir les mains, et voilà. Ce sont des cendres et des bouts d'os brûlés. C'est un foyer
qui a été creusé par les Magdaléniens dans le sol de cette salle, qui s'appelle la salle des morts, dans la caverne d'Allen. Et ils ont fait un feu, d'abord avec du bois, puis ils l'ont alimenté avec des ossements. Il reste des quantités d'os brûlés, complètement carbonisés. Alors comme on est dans une salle profonde, on est à peu près 150 mètres de l'entrée, il devait y avoir une fumée, une odeur absolument incroyable qu'on imagine peu actuellement, des fumées collées au plafond et des odeurs d'os brûlés. Alors on l'a fouillé, il y a déjà 25 ans à peu près, et on l'a laissé, tout le fond n'a pas été fouillé, on a laissé ces os à la surface. Vous avez dit on n'a pas fouillé tout le foyer, ça doit être frustrant. Non, oui, il faut bien laisser des témoignages pour nos successeurs, et pas simplement des photographies. On en a laissé une partie pour que dans l'avenir, si peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, 50 ans, il y a des gens qui voudront faire des types d'analyses dont on n'a même pas idée actuellement. Il y a 50 ans, on n'aurait pas fait là-dessus de datation radiocarbone. Maintenant, on a une datation radiocarbone qui a donné à peu près 14 000 ans. Et peut-être que dans 50 ans, ils auront d'autres types d'analyses. Ils les feront. Mais il y a encore la fièvre quand même de trouver quelque chose. La fièvre, il faut vraiment s'en méfier de la fièvre. Hein. Le moment le plus dangereux, c'est celui d'une grande découverte. Il ne faut surtout pas se laisser emballer. Quelles sont les qualités pour faire ce métier? Il faut être très patient, il faut être très méticuleux, il faut avoir le goût de la recherche. C'est la caverne d'Ali Baba? Ouais, c'est la caverne d'Ali Baba, ou plutôt c'était la caverne d'Ali Baba, parce que le problème c'est que là on est sur du matériel qui n'est pas en place. C'est le triste résultat des fouilleurs clandestins. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la paléontologie. Il y a même un véritable marché qui existe de vente d'objets archéologiques, qui est bien sûr totalement illégal. Et on a régulièrement dans les grottes des Pyrénées des pillages, parce que canines, dents, c'est joli, c'est spectaculaire. Ça intéresse les collectionneurs. Voilà. On va pas dire où on est, mais il y en a partout ici. Oui, oui. Par exemple, ici, ça se voit très bien. On a un crâne d'ours. Bon, là, il a été écrasé. Preuve qu'ils ne l'ont pas vu. Et quoi, une marque de botte? Si, tout à fait. Les individus en passant ici ont écrasé cette partie-là du crâne. Et on a ici l'empreinte d'une botte, qui n'a rien de préhistorique. Hein. Vous faites de la chirurgie? En fait, c'est presque de la chirurgie. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer de dégager un tout petit peu plus ce crâne d'ours, non pas pour le sortir, puisqu'il n'en est absolument pas question, mais simplement pour pouvoir faire dessus un certain nombre de mesures. C'est le maxillaire supérieur, là. Il est à l'envers, alors? Ah, voilà, il est complètement à l'envers. Hein. La canine supérieure, donc, pointe vers le haut, en fait. Hein. C'est pas un très gros crâne, hein. C'est une forme plus petite que l'ours des cavernes. Hein. Cet ours a pu rencontrer nos amis magdaléniens ou pas? Ah, celui-ci, non. Non, parce que nous sommes dans un boyau ici qui a été dégagé par les grattages des ours des cavernes. Donc, ce crâne est dans un remplissage qui lui-même a été dégagé par ces ours des cavernes. Donc, il est forcément antérieur à l'arrivée des ours des cavernes ici. Donc, on est dans des périodes plus anciennes que le magdalénien. C'est presque de la photographie animalière que vous êtes en train de faire, là. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est m'inspirer de l'existence, c'est-à-dire vraiment prendre le volume de la grotte, le volume des roches, le volume de la salle, et d'après ces volumes, essayer d'imaginer la position de l'animal. Là, il est clair que des animaux sont passés entre les rochers, se sont frottés au fond de cette galerie, et on peut imaginer une position verticale de l'animal, à plus de 2 mètres de hauteur. On a les traces des griffes sur la paroi.
Alors ici c'est complètement obstrué. En fait la galerie devait continuer par là. On dirait que ça a été fouillé quand même, qu'on a cherché à passer. En fait c'est un ours, ou plusieurs ours, qui sont venus ici et qui ont laissé leurs empreintes dans la boue. À partir de ces empreintes de griffes, on peut estimer la taille des pattes de l'animal. Là, on a vraiment la trace qui s'est imprimée dans l'argile, la trace de ces griffes. C'est une vieille hyène. Ah oui, vieille. En fait, on le voit aux dents qui sont complètement usées. En fait, tout l'émail est parti et on voit la dentine. En fait, à l'origine, les dents de l'hyène sont pointues. Ici, on voit au niveau de la racine de la prémolaire un vieil abcès qui avait même percé l'os. Donc cette bête devait vraiment souffrir. C'était des hyènes qui avaient l'allure des hyènes actuelles. Il manque le poil. Il manque le poil, les muscles surtout. Ces grosses hyènes sont généralement plutôt des hyènes plus massives que ce qu'on connaît en Afrique. L'idée, ça va être de travailler bien sûr sur ce qu'on a, les faits archéologiques, les ossements, pour être au plus près des données archéologiques. Et par la suite, bien sûr, comment imaginer son pelage? Est-ce qu'on fait une hyène tachetée? Est-ce qu'on part sur un autre animal, en sachant que le contexte climatique n'est pas le même que pour la hyène d'Afrique? Il va falloir imaginer. Elle peut se nourrir un peu de tout. Elle peut chasser seule, elle peut chasser en meute, elle peut charogner. Vous allez la ressusciter presque. On va essayer de lui redonner un peu de vie. Il y avait que des hyènes ou il y avait d'autres espèces de félins? Il y avait des lions, des cavernes. Des lions, des cavernes. Ça, c'est Voilà une canine de lion. Ça, c'est une dent de lion. Ça, c'est une canine de lion. Je vous dis pas, les rues du village, elles ne devaient pas être fréquentables le soir. Hein. C'était quand même de sacrées bestioles. C'était des bestioles qui devaient faire dans les 300 kilos sans problème. 300, 350 kilos. D'énormes félins. Les hommes devaient courir vite à cette époque-là. Oui, je disais, moi je reste persuadé que c'était des gens qui étaient totalement adaptés à leur milieu. Et je crois que la présence de félins dans leur biotope faisait partie de l'environnement classique auquel ils étaient adaptés. Je ne pense pas que c'était un grand problème pour eux. Et il y a beaucoup de grosses bêtes qui ont disparu? Le mégacéros, c'est une gigantesque bébête, un gigantesque cervidé, un peu comparable à ce que pourrait être un grand orignal, avec des bois extrêmement développés, plus de 3 mètres d'envergure. Ça ne devait pas être très pratique. Non, pas très pratique. Et c'était vraisemblablement un animal qui était plutôt à l'aise dans les toundras, dans les steppes. Il faut voir qu'on a une faune qui est adaptée aussi au climat et à la flore. On est sur un environnement steppique, froid, de grandes étendues, parcouru par ces troupeaux d'animaux, que sont les rennes, les chevaux. On a l'impression que tout était plus gros à cette époque-là. On est dans une période glaciaire. Il faut savoir qu'en période glaciaire, les animaux ont tendance à être plus gros, de façon à mieux résister au froid. C'est un phénomène classique. Voilà le fémur. Et puis ensuite, voilà ces vertèbres qui sont quand même très hautes, plus de 2 mètres de haut, presque le double que les bisons actuels. Et ça montre l'incroyable courage qu'il fallait à ces hommes préhistoriques, à ces Magdaléniens, pour aller tuer des bêtes comme ça, quand même. Vous voyez un peu la masse que ça devait représenter. Certainement plus d'1 tonne. C'est rare de pouvoir être en présence d'un squelette, je vais dire, quasi complet? Bien oui, ce squelette est en connexion anatomique, ce qui est très rare, parce que les bisons n'étaient pas des animaux cavernicoles, et dans les grottes habitat, eh bien, on les trouve à l'état de petits morceaux, de petites esquilles. Mangés. Ils étaient entièrement mangés, tout était utilisé, et on n'a jamais un os entier. Alors qu'est-ce qui est arrivé à ce gros bonhomme là? Alors ce bison est tombé dans un avenne qui donnait dans la grotte des Trois Frères. Ce malheureux bison a fait une chute terrible de 40 mètres de haut, il est mort sur le coup, et à une période où il n'y avait pas d'homme dans la grotte. Autrement, il aurait été récupéré et mangé. Donc il s'est décomposé, et Louis Bégoin, mon père, a pu le fouiller in situ. Comment on connaît
tous ces animaux? On les connaît de plusieurs façons. D'abord par les fouilles archéologiques où on trouve leurs ossements. Et les spécialistes savent très très bien reconnaître le moindre petit bout d'os d'un rhinocéros ou d'ours. Ces dessins dans les grottes, vous pensez que les auteurs ont recherché une vérité zoologique? Oui, je ne sais pas s'ils l'ont recherché délibérément, mais enfin, en tout cas, ils l'ont retranscrite, la réalité zoologique. Ces gens-là vivaient dans un monde qui grouillait d'animaux, ils les voyaient tous les jours, ils les chassaient, ils les observaient certainement. Et les animaux avaient pour eux une valeur à la fois pratique, puisqu'ils vivaient d'eux, mais également une valeur symbolique, étant donné qu'ils étaient dans un monde où l'animal avait une telle place, et il jouait également un rôle spirituel surnaturel. Il faut être très vigilant parce que bien qu'on est sous la paroi, on s'aperçoit qu'on ne voit plus rien en fait, on ne voit plus rien. Il y a une réelle difficulté à peindre dans ces milieux-là parce qu'il n'y a rien de plat. Alors on peut s'appuyer sur la roche, se laisser inspirer. C'est ce qu'ont fait les hommes de la préhistoire. On s'est aperçu qu'ils se sont appuyés sur les courbes déjà existantes, naturelles de la roche, les infractuosités, mais on n'a rien de plat. Donc on peut s'aider et après tout se déforme. Tout se module, alors c'est un véritable casse-tête pour faire en fait un animal. Ces dessins, on en connaît beaucoup dans les grottes, on en connaît dans les abris et on en connaît très peu sur des rochers à l'extérieur. Mais on en connaît quelques-uns. Ça veut dire qu'il a dû y en avoir beaucoup, peut-être des millions de peintures ou de gravures qui ont été faites à l'extérieur et qui ont disparu. Les dessins faisaient partie de leur vie, certainement de leur vie spirituelle. Ils ont fait des dessins sur les parois alors que peu de gens avaient accès à ces grottes. Donc ça se faisait dans le cadre d'une religion. On peut imaginer que les gens qui faisaient ces dessins étaient une sorte de prêtres ou de... De prêtres, je ne crois pas, parce qu'on parle de prêtres dans le cadre de religions universelles, très institutionnalisées, et les chasseurs-collecteurs n'ont pas ce type de religion en général. Ils ont d'autres types de religions. Le plus souvent, c'est le chamanisme. Et moi, je dirais plutôt des chamans que des prêtres de ce point de vue-là. Ce qui est le plus caractéristique du chamanisme, c'est le sens de la fluidité entre les mondes. C'est-à-dire que ce qui se passe dans notre monde est influencé par le monde des esprits, et pas que les chamans, aussi des membres du groupe, peuvent, dans certaines circonstances, avoir accès au monde des esprits, entrer en contact avec eux, soit par la transe, la vision, soit en recevant en eux la visite d'un esprit surnaturel. Et ça, c'est très important parce que ça se fait couramment. C'est pas la prière, c'est très différent de la prière, c'est très différent de l'offrande. C'est une relation directe et qui permet de rétablir les équilibres, de guérir les malades, de prévoir l'avenir, en fait, tous les rôles classiques du chaman. Et cette religion les a menés à aller faire ces dessins au fond des grottes de temps en temps, mais la plupart du temps à faire des cérémonies et des dessins à l'extérieur des grottes. Tu vas me présenter ta main droite. Ouais. Parce que énormément de mains droites ont été retrouvées. C'est la main de la salutation. On va faire ce qu'on appelle une main positive. C'est-à-dire que tu vas la projeter contre la paroi, ce qui va laisser cette empreinte indélébile dans le temps. La main a toujours servi de salutation, de signature.
On a une préparation de pigments naturels, qui sont des oxydes de fer, qui ont été broyés avec de l'eau. Voilà, maintenant il te reste à faire la salutation. Ah, c'est pas évident parce que c'est pas bien à plat comme la paroi. Voilà. Alors là, on va réaliser la deuxième main, qui est une main donc négative, avec une toute autre technique qui a été employée ici en Dordogne et dans tous les pays du monde, on la retrouve. On l'appelle la technique du crachet. Moi, je serais tenté de penser que les chamans étaient des gens qui avaient un don en matière de dessin, qui avaient subi un enseignement de la part de chamans plus expérimentés, que c'était eux qui faisaient la majorité des dessins dans les grottes où il y a une qualité extraordinaire, mais qu'il y avait d'autres personnes, peut-être des malades, peut-être des gens qui avaient besoin d'être en contact avec la force surnaturelle, qui allaient dans les grottes pour faire des mains négatives. La personne a été en contact avec le pouvoir surnaturel qui se trouve dans la roche. Donc les chamans, ils n'étaient certainement pas tout seuls, mais ils devaient avoir un rôle où l'esthétisme jouait sa part. C'est-à-dire qu'il y a déjà intellectualisation des choses, c'est conceptualisé. Oui, ces gens, ils étaient comme nous. Ils avaient le même cerveau, ils étaient aussi intelligents que nous. Il n'y a pas de raison qu'ils aient réagi de façon différente de la nôtre. L'esthétisme se situait aussi dans la façon de faire les gravures, ou on le trouvait ailleurs? Oui, alors il y a certainement un goût esthétique qui transparaît dans les dessins, qu'il s'agisse de peintures de gravures dans les grottes ou les abris, ou qu'il s'agisse des objets qui étaient gravés, peints, sculptés, et qui quelquefois sont des petites merveilles. Mais dans les grottes, il n'y a pas que des dessins absolument superbes. Il y en a qui sont parfois assez maladroits. Donc là, on arrive vers la salle des peintures, le panneau principal. Et ce que tu peux constater ici, c'est qu'il y a eu quantité d'aménagements qui ont été faits, et qui ont été faits il y a 20 000 ans de ça, de manière à dégager l'espace. Tous ces aménagements ne sont pas des aménagements modernes. Et de manière à dégager aussi le point de regard des spectateurs préhistoriques, peut-être, le point de regard sur les peintures qui sont là-bas. Voilà, c'est le même festival de formes et le même festival de teintes que celui que les hommes ont vu il y a 20 000 ans. C'est exactement pareil. Ils ont choisi de dessiner, on va dire en gros, à Cougnac, 3, peut-être 4 types d'animaux différents. Certaines de ces espèces qu'ils ont côtoyées sont des espèces qui ont perduré jusqu'à notre époque. Et parmi celles-ci, ici, à droite, le bouquetin. Il y a un second type d'animal, ici, en rouge, donc à gauche. Tu as la tête et le dos d'un mammouth, avec l'amorce de sa très petite queue. Alors le mammouth, c'est un animal qui a vécu dans nos régions très longuement et qui s'est éteint il y a à peu près 10 000 ans suite au réchauffement climatique. Et l'autre animal qui alors lui est complètement emblématique mais de la grotte de Cougnac, c'est le cerf mégacéros. On voit très bien que ici, le bas de la tête et le poitrail suivent un volume naturel. C'est absolument exceptionnel dans la grotte de Cougnac. C'est la relation qu'il y a entre les formes naturelles de la roche et les dessins qui ont été faits. Vous voyez les parois que comme ça. Et regardez, quand on fait bouger la lampe, il y a la flamme qui vacille, qui bouge, qui jette des ombres. On ne les voit pas du tout de la même façon. On a l'impression que la paroi est vivante. Et peut-être qu'eux, ils pensaient que la paroi était vivante et qu'il y avait un cerf dedans. Et dans ce cas, il y a le dessin de l'artiste, mais il y a également la roche, la paroi, qui joue un rôle, qui est vivante. Il s'éclairait qu'avec des lampes à graisse? Non, les hommes préhistoriques s'éclairaient avec des torches
en bois, soit avec des lampes à graisse. Ils mettaient de la graisse, ils mettaient une mèche, et ça peut durer pendant longtemps, ça peut durer pendant plus d'1 heure. Ça t'aurait plu de vivre à cette époque-là? Non, pas trop. Il va faire très froid déjà parce qu'ils se couvraient pas beaucoup. S'ils avaient que des peaux. Non, je sais pas, je préfère maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait de bien, qu'est-ce qu'il y avait de mal à cette époque-là? De bien? De bien. Bah, déjà, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ah, bien ça. Ouais. Et de mal? De mal, je sais pas, ils avaient pas d'électricité, donc ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Je sais pas, ils pouvaient pas. Vas-y, dis-le. Regarder la télé ou des trucs comme ça, quoi. Ah oui, ça c'est pas bien ça. On va demander à ton cousin, là, un petit peu la même question. Bah, pas vraiment. Parce que déjà, oui, il fait très froid. Ouais. Puis, Il fait très froid l'hiver, mais l'été il fait bon. Ouais. Puis même, je préfère vivre dans une maison quand même. Ouais. Puis aussi, nous, on a des jeux électroniques pour nous amuser. Puis, Alors j'ai voilà. posé la question à ton grand-père, on l'a peut-être déjà posé. Est-ce que vous auriez aimé, Monsieur Clotte est un Magdalénien? Ce que j'aurais aimé, c'est pas être un Magdalénien. Moi, je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre à l'époque où on vit et dans la culture où on vit. J'aurais aimé passer quelques mois, ou peut-être 1 an ou 2 avec les Magdaléniens. Ça, oui, pour apprendre auprès d'eux. Mais vous savez, la moindre maladie un peu grave était certainement mortelle. Vous attrapiez une crise d'appendicite, vous étiez mort. D'ailleurs, la durée de vie, d'après les squelettes qu'on a trouvés, était brève. C'était des gens qui vivaient pas très très vieux. Et ils avaient un mode de vie qui était extrêmement difficile. Et c'est vrai aussi qu'ils passaient leur temps à chasser, à pêcher. Ça, c'est évidemment assez agréable, certainement. Mais quand on chasse et on pêche pour sa survie, certainement, ça pose des problèmes. Il y avait peut-être un peu de plaisir aussi dans tout ça. Il y a du plaisir. C'était déjà inventé le plaisir. Oh, bien entendu. La plupart du temps, c'est-à-dire, je dirais 95%, 99% du temps, ils n'avaient aucun problème pour se nourrir. Parce qu'il y avait énormément d'animaux. Les rivières regorgeaient de poissons, etc., de truites souvent. Et ils étaient peu nombreux. Donc s'ils allaient aux champignons, à l'époque, ils ramassaient des tas de champignons. Le problème, c'était les périodes de disette. Si vous avez une tempête de neige, les animaux sont planqués, vous ne les voyez pas. Et là, il peut y avoir des problèmes. Dans les périodes de crise, ils étaient beaucoup moins armés que nous. Vos comédiens, là, il y en a peut-être qui ont eu du mal à se mettre dans la peau du personnage. Tout à fait, on a des jolies petites parisiennes qui vont descendre, toutes fringantes, toutes pimpantes, qui sont mignonnes tout plein comme tout. Mais je ne demandais pas de jouer tellement un personnage ou des situations, mais plus de les vivre. J'essaie de faire les yeux effrayés, comme si c'était effrayé par un ours. On en a un là. Lâcher sur le comédien pour rentrer dans le domaine du vivant, du vrai. Hein. Alors le vivant, c'est sale, des fois ça sent mauvais, etc. Ça, ils ont supporté? C'est très dur. Dans les conditions de tournage où il y a beaucoup de matériel aussi à gérer, les costumes, les peintures, les ocres, les graisses qu'on peut se mettre, hein, on va au plus proche. Hein. Donc effectivement, là c'est un côté rebutant, un côté qui est pour les femmes surtout assez pénible.
Vous avez décidé de les habiller beaucoup, vos personnages, ou ils sont... On va suivre un petit peu la mode, la coutume de la saison. Et il faut savoir qu'il y avait des saisons aussi à cette époque-là. Il y a moins de 12 000, 15 000. Eh bien, on avait un petit peu cet hiver, mais on avait un radoucissement aussi, surtout dans le sud. Donc on s'habillait quand même de façon aussi légère à certaines périodes de l'année. C'est vrai qu'il faisait froid, mais il y avait des radoucis aussi. Quel choix pouvaient avoir vos amis préhistoriques pour s'habiller? Eh bien, ceux d'ici, en tout cas. Oui, je crois que là, on a du cerf déjà, du renne. Je pense aussi que là, ils avaient un choix vraiment dans l'immensité. Puis le bison, mais alors le bison, moi-même, je me suis amusé à tanner. Là, c'est une autre histoire. En fait, avec du silex, ça va très bien, ça va assez vite, c'est assez rapide. Une fois qu'on a le coup de main, on arrive à tanner. Chez les Magdaléniens, c'est carrément de la couture. Les solutréens vont inventer l'aiguille à chat, l'aiguille à trou, qui elle permet de passer intégralement le lien. On peut percer avec une aiguille, mais on ne peut pas se permettre de percer des cuirs trop épais avec des aiguilles fines. L'aiguille, c'est de l'os? Oui, c'est de l'os ou du bois de renne. Les liens sont faits avec quoi? Il y a des tas de liens, il y a des liens végétaux. L'ortie, très résistante aussi, c'est extraordinaire, l'ortie. La fibre d'ortie, je l'ai écrasée à la pierre, et puis on tire toute la fibre et on fait des tresses avec qui sont d'une résistance incassable. C'est des cheveux? C'est une queue de cheval. Très bien. Voilà. Alors ça, pour faire du lien, c'est impeccable. Il faut avoir la patience de les défaire, de les détacher les uns des autres, et puis après de les tresser, éventuellement. Et là, ça fait un lien très résistant. Alors, il n'y avait pas que le cheval, il pouvait utiliser le poil de rhinocéros laineux, le poil de mammouth. La toison d'hiver du mammouth avoisinait les 1 mètre de long. Le poil faisait 1 mètre de long. Alors, il y a de quoi coudre avec un poil de mammouth, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut dire que les hommes ou les femmes étaient coquets ou coquettes? Oui, ça on peut certainement le dire, parce qu'on trouve de nombreux vestiges de colliers, de bracelets, de pendentifs. Alors ce sont des dents perforées à la racine, des dents d'animaux, parfois décorées. Il y a chez les Magdaléniens des rondelles en os, qui peuvent être cousues sur les vêtements, qui sont le plus souvent décorées. Il y a des petites représentations de têtes de chevaux, par exemple, qui sont faites sur l'os hyoïde du cheval, c'est l'os de la langue, qui en lui-même l'aspect d'une tête de cheval. Donc ça peut être coquet, ça peut être magique aussi, ça peut avoir une valeur religieuse. De même qu'une femme actuelle peut porter une croix en diamant et dans un décolleté troublant. Il peut y avoir toutes sortes de choses de ce genre. Alors ce qui nous manque, évidemment, c'est la décoration corporelle. Étant donné qu'on n'a pas de Magdalénien en chair et en os, on ne sait pas si à certains moments, ou peut-être tout le temps, ils avaient une décoration corporelle. Les hommes de la préhistoire étaient musiciens? On peut peut-être pas parler de musiciens, on peut parler de personnalités qui maniaient l'art du son. C'était une toute autre forme de musicalité, je pense. Il faut peut-être puiser dans les peuples racines autour de la Terre pour retrouver une sonorité, un écho, disons un écho de nos lointains ancêtres. J'ai découvert ici, dans certaines grottes, des phénomènes acoustiques tout à fait surprenants. On a un fabuleux studio qui est plus qu'un studio, c'est une cathédrale, la cathédrale des merveilles au niveau du son. On peut moduler des fréquences sonores qui nous reviennent avec un écho complètement modifié.
Alexandre, c'est un son d'il y a 250 siècles ou c'est un son d'aujourd'hui? C'est un son d'entre les deux. Il y a 25 000 ans en arrière et plus, les hommes de la préhistoire utilisaient ce type d'instrument en os. Je pense pour cet instrument, le temps s'est carrément arrêté, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse finalement dans tout ça, c'est pas vraiment la préhistoire. C'est passé, c'est derrière nous. Mais je crois que si on veut retrouver des racines, il nous faut puiser dans cette préhistoire pour aller à la préhistoire. Et si on veut aller vers le devenir, il nous faut retrouver un petit peu notre sens de l'humain, notre sens aussi du sacré. On n'a pas tout compris aujourd'hui, je crois, dans ces grottes. Et reste à nous de voyager en nous-mêmes, dans le temps, dans ce fabuleux univers. On est au mois de septembre, 18 000 ans avant. Le clan s'éveille, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la journée? Vous savez, dans toutes les tribus traditionnelles de chasseurs-collecteurs, il y a un partage des tâches. Les hommes font ceci, les femmes font cela. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait une hiérarchie, parce que le rôle des femmes est souvent très important, peut-être même plus important en termes de subsistance que celui des hommes. Les femmes s'occupent davantage de la cueillette, elles vont s'occuper davantage de la cuisine, elles vont s'occuper des petits, elles vont faire le feu peut-être, et les hommes vont se préparer pour aller à la chasse. C'était de très grands chasseurs, surtout les Magdaléniens. Les Magdaléniens avaient le propulseur depuis déjà plusieurs milliers d'années, et le propulseur, c'est une arme absolument redoutable, puisque ça propulse la sagaie avec une très grande force. Vous vous entraînez souvent? Dès que j'ai la possibilité, c'est un passe-temps qui est fort appréciable. Oui. Comment fonctionne le propulseur? En fait, c'est une extension de bras. C'est une rallonge, tout simplement une rallonge, qui va permettre de faire levier. Le bout du propulseur, c'est un os. Ça peut être un ivoire, défense de mammouth. Ce crochet va être positionné... Il rentre dans une petite encoche dans la flèche. Il va être tenu du pouce et de l'index. Donc la sagaie étant bien coincée derrière, ici, elle est bien crochetée aussi devant. Ensuite, on n'a plus qu'à faire la visée, à ramener le bras sur l'arrière et d'arrière en avant, projeter la sagaie. La cible, pensez l'atteindre à quelle distance? Avec beaucoup de chance à 40 mètres, 50 mètres, c'est déjà bien. Les Magdaléniens, on ne sait pas exactement combien il y en avait sur les territoires de la France. En fait, il y en avait, on peut dire, ou quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Ces gens étant peu nombreux, avaient une masse de gibier à disposition, puisque les animaux, eux, étaient extrêmement nombreux. Il devait y avoir des troupeaux énormes de bisons, comme ceux qu'ont connus par exemple les Indiens jusque vers le milieu du 19e siècle. Il devait y avoir des troupeaux de chevaux, et les rennes aussi se comptaient par milliers ou dizaines de milliers. Donc, de ce point de vue-là, il n'était pas tellement malheureux. La notion de famille existait? Ils vivaient comment dans le... Ils vivaient certainement en famille, peut-être une famille élargie, il pouvait y avoir 15, 20 personnes. Ils vivaient certainement en famille, d'après la taille des campements, lorsqu'on fait des fouilles. C'était pas des villes, hein, c'était pas ni même des villages. C'était probablement des semi-nomades ou des semi-sédentaires. C'est-à-dire qu'ils restaient dans un endroit tant que cet endroit convenait à leur subsistance.
Une idée de la durée de vie Alors, la durée de vie était courte. C'était des gens qui avaient une espérance de vie peut-être de l'ordre de 25 ans ou 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y avait peut-être des gens qui vivaient très vieux. Quelqu'un qui devait vivre, je sais pas, peut-être jusqu'à 80 ans, ça devait être rarissime, mais ça devait devenir une légende dans la tribu, l'homme qui vit depuis toujours. Les maladies, évidemment, ils n'étaient pas très armés pour lutter contre. Et il devait y avoir beaucoup de femmes qui mouraient en couche. Ils menaient une vie dangereuse. Les chasseurs de gros gibier sont exposés à tous les accidents de la chasse. Ils se servaient de leur force physique tous les jours. Ils étaient costauds, oui. Ils n'étaient pas citadins comme nous. Leur gymnastique, ils la faisaient tous les jours pour survivre. On imagine une bagarre entre un homme moderne et eux, c'est eux qui gagnent? Non, tout ça, ça dépend. Ouais. Pas nécessairement. C'était des gens, certainement, qui menaient une vie plus saine que la nôtre, de ce point de vue-là. Ils n'avaient pas le loisir de ne pas être en forme, autrement ils ne survivaient pas. Oui, c'est ça, c'était la question de survie. Maintenant, on sait que, d'après les squelettes qu'on a trouvés, etc., il y a des gens qui avaient des infirmités ou autres, et les autres s'en occupaient. Ce n'était pas une société sans cœur. Pour survivre, on n'était pas obligé d'être apte. Est-ce que tu aimerais faire le métier de préhistorien? Ah oui, ça me plairait bien. Est-ce que tu sais à quoi ça sert la préhistoire? À savoir ce qui s'est passé avant nous. Et ça sert à quoi de savoir ce qui s'est passé avant nous? Je sais pas. On va demander au grand-père s'il le sait. Pour savoir ce que nous sommes et ce que nous deviendrons, il faut savoir ce qu'on a été. Et savoir ce qu'on a été, c'est pas seulement l'histoire depuis Vercingétorix ou la Révolution française. Ce qu'on a été, c'est depuis la plus lointaine préhistoire. Comment on s'est transformé. Ça nous apprend que nous, on se transformera. Après nous, il y aura des gens qui seront certains. Si on ne fait pas sauter la planète, si on ne provoque pas des crises telles que l'humanité disparaîtra. Mais il y a des chances que l'humanité se transforme. Vos petits enfants, vous les amenez sur le terrain. Vous seriez heureux qu'ils soient préhistoriens? Oui, s'il y en avait un qui prenait le relais, ça me ferait plaisir, c'est sûr. Donc il y a un avenir pour la préhistoire? Il y a un très grand avenir pour la préhistoire, parce qu'elle intéresse de plus en plus nos concitoyens, qui se tournent vers leurs racines, c'est bien normal. On est loin d'avoir tout découvert. Des sites et des grottes qui s'en trouvent chaque année, un certain nombre. Il y a des fouilles, et il y aura des fouilles pendant les siècles à venir.